de philosophie, de français, dont je trouvais les sujets intéressants. Là, c'était un sujet du genre, peut-on, donc de Cagne, du genre, peut-on avoir des droits contre l'État, quelque chose comme ça. J'ai eu 13 et j'étais genre du coup 7ème sur 50 à peu près avec 13. Le prof m'avait écrit « Travail intelligent qui prend l'apparence d'une réflexion suivie, ne lâchant presque jamais l'énoncé et se donnant les moyens d'en approfondir le traitement à l'aide de références pertinentes. Il s'agit d'une discussion vivante, d'une question globalement bien identifiée. Malgré tout, le problème du contre l'État, abordé de la manière la plus pénale au début comme opposition à tout État, passe à l'arrière-plan, de même que la question de savoir s'il pourrait s'agir d'un droit. Voilà. Donc, les actes de désobéissance civile, par un exemple assez flagrant, semblent nous indiquer que l'individu peut avoir des droits contre un État institué. Pourtant, l'État se caractérise justement par une forme de souveraineté qui dicte un ensemble de règles, de droits potentiellement votés par la majorité dans les États démocratiques. Pourquoi aurait-on des droits contre les droits? Si l'État est ce qui donne les droits civils, nous aurions des droits par l'État et non contre lui. L'inverse sous-entendrait qu'il y aurait des droits supérieurs aux droits positifs, naturels, ou une forme de justice évidente qui dépasserait le cadre des lois formant le droit dans l'État, qui permettrait des revendications légitimes. La question également est différente selon qu'on parle de droits contre un État quel qu'il soit, en tant qu'institution souveraine, ou des États sous des régimes politiques particuliers dont les principes pourraient être remis en cause dans leur contenu. L'État est-il le garant de nos droits ou bien a-t-on des droits contre lui? Nous verrons d'abord que l'État est à la fois ce qui nous donne et ce qui protège nos droits. Il paraîtrait donc à première vue contradictoire d'avoir des droits contre lui, puisqu'alors chacun pourrait constamment remettre en cause ce que l'État aura octroyé à tous. Cependant, l'État n'est pas une personne et la tendance à l'assimiler à la volonté collective unanime, à en faire un mécanisme tyrannique vide de sens, a pu être critiqué notamment par Nietzsche et Tocqueville. Mais un État qui n'inclurait pas la possibilité de sa critique ne serait pas un État de droit moderne. Ainsi, l'expression de droit contre l'État n'a plus de sens, soit parce que l'État d'une certaine manière l'accepte, voire l'encourage, soit parce que cela signifierait avoir des droits contre les droits, y compris donc celui d'en avoir contre l'État, ce qui forme une aporie qui s'annule par définition. Si l'on part du principe, comme Hobbes dans Du citoyen, que si j'ai dans l'état de nature la liberté de faire tout ce qui me plaît, les autres ont la même liberté de faire tout ce qui leur plaît, alors l'instauration de l'État est ce qui me permettra d'éviter l'anarchie, au sens du désordre complet, de conserver ma liberté et celle de chacun en limitant celle de tous et en nous plaçant tous également sous la loi. Il faut pour Hobbes s'en remettre au Léviathan, au pouvoir d'un roi qui n'est pas à discuter quoi qu'il fasse, ou bien cette instauration de l'État ne tient plus. Si la personne au pouvoir peut être légitimement contestée, en effet, la sécurité que vise l'État n'est plus assurée. Du point de vue de l'efficacité pratique pour conserver ses droits fondamentaux, il serait donc défendable de rendre illégitime tout mouvement contre l'État. Mais d'un point de vue purement logique, si l'État est ce qui décide des droits, par définition, ce qui agit contre lui ne relève pas des droits écrits. C'est une contradiction si l'on parle des droits effectifs en pratique, sans impliquer la légitimité morale. Dans la même lignée, si l'État relève d'un contrat, comme l'écrit Rousseau dans le contrat social, on n'obéit qu'aux lois et c'est par la force des lois qu'on n'obéit pas aux hommes. Si l'État est ce qui permet de n'être soumis à personne, quelle raison y aurait-il à avoir des droits contre lui? Pour Rousseau, lorsque l'individu vote dans un État démocratique, il ne doit pas exprimer son opinion, mais ce qu'il pense être l'avis général. Ainsi, lorsque le résultat ne correspond pas à son vote, il se sera seulement trompé au sujet de la volonté générale, et s'y soumettra sans problème, il obéira à la loi qu'il s'est prescrite, c'est-à-dire celle de la volonté générale, et sera donc libre. Excusez-moi. Avoir des droits contre l'État supposerait l'existence d'une justice extérieure et inaltérable. Le problème, c'est que cette opposition entre droit et justice ne va pas du tout de soi, car le droit prétend s'exercer au nom de la justice, et donc agir contre les droits formulés par l'État serait une injustice, ou du moins une injustesse. Jacques Derrida, dans Force de loi, écrit que qui obéit aux lois parce qu'elles sont justes ne leur obéit pas précisément par là où elles doivent être obéies. Elles doivent l'être seulement parce qu'elles sont lois, parce qu'elles sont force de loi. Cela repose sur l'idée que la justice n'étant pas un décret inscrit dans les cieux ou dans les lois de la nature, mais devant, pour avoir une forme d'existence, prendre chair dans des lois, on doit obligatoirement les respecter parce que ce sont des lois, ne pouvons respecter la justice abstraite parce qu'elle est justice. Nous pouvons faire que ce qui est juste fût fort, on n'a fait que ce qui est fort fut juste, dans les pensées de Pascal.
Derrida souligne également la singularité de la justice en prenant le cas des juges qui doivent prendre en compte l'unicité de chaque cas sans pour autant ne se référer à aucun texte, aucune règle, aucun droit déjà fixé et en inventer hors de tout cadre. Avoir des droits contre l'État serait attenter à la précieuse discipline qui permet une forme de justice. Cependant, comment obéir à la loi qu'on s'est prescrite si l'on n'y obéit pas parce qu'on la sent juste, mais simplement parce qu'elle existe? Et si la loi obligeait à dénoncer telle ou telle population pour qu'elle soit exterminée? Comment concilier la nécessité d'un État fort qui assure le respect des règles avec notre droit, voire notre devoir, à réfléchir par nous-mêmes pour ne pas obéir aveuglément à des règles qui seraient faussement présentées comme des droits ou des devoirs? Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, alors là il m'a marqué non, mais qualifie l'État du plus froid des monstres froids. Il l'accuse de mentir lorsqu'il prétend être le peuple. En effet, l'État n'est pas une personne, mais est dirigé par une ou plusieurs personnes censées représenter le peuple. Cette accusation de monstre froid dénonce l'État comme mécanisme inhumain qu'on retrouve chez Buchanan dans cet exemple, dans Les limites de l'État de droit. Citation : « Même si la fourniture et le financement étatique de biens et services publics constituent l'arrangement institutionnel le meilleur, les individus qui, en fin de compte, en reçoivent les avantages et en payent le coût, peuvent se sentir contraints. » Fin de citation. Comme ils n'ont pas choisi individuellement de payer pour ces biens publics quand ils auraient pu dépenser leur argent dans des biens privés, ils ne trouvent pas forcément cela juste. Cet argent donné aux impôts devient abstrait et impersonnel, on ne sait pas exactement dans quoi il sera investi. On aurait alors un droit contre l'État de refuser ces genres d'abstractions, par exemple. Si l'État peut être injuste dans son aspect souverain et impersonnel, il peut aussi l'être s'il profite à certaines personnes en particulier, ce que critiquent Marx et Calliclès, personnages du Gorgias de Platon, portant à l'opposé idéologiquement. C'est que Marx considère que l'État profite aux puissants et Calliclès aux faibles. Les deux contestent l'égalité des libertés qu'il est censé permettre. Pour Marx, l'universalisme de la Déclaration des droits de l'homme cache la perspective de l'homme riche occidental. Lorsqu'on n'a pas les moyens d'avoir de propriété, qu'a-t-on à faire du droit de propriété et de conservation de ses biens? Tel l'anneau de Gigès, un État institué sous ce régime serait le moyen de s'abriter derrière, ici, la déclaration d'une idée de la justice pour commettre l'injustice. Pour Calliclès, l'État est au bénéfice des faibles, plus nombreux, qui ont institué ce type d'organisation pour faire passer leur faiblesse pour de la justice et de la bienveillance. Ce serait un moyen de soumettre tout le monde à l'égalité pour empêcher les êtres supérieurs de se démarquer, maladie démocratique dénoncée par Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Cette uniformité, cette tyrannie de la majorité nous rend serviles et permettent à l'État d'être accueilli favorablement lorsqu'il propose de répondre à tous nos besoins, alors qu'il devient alors une puissance tutélaire, tentaculaire, qui serait une puissance paternelle si elle avait pour but notre autonomie et non notre maintien dans l'état de minorité, comme dirait Kant. Il va jusqu'à nous ôter le trouble de penser et la peine de vivre. Rousseau, en critiquant Hobbes, avait une idée similaire. Il soulignait l'absurdité de laisser le priver de sa liberté, une institution à laquelle il se remettait précisément pour qu'elle protège sa liberté. Si nous avons un prince, disait Pline à Trajan, c'est afin qu'il nous préserve d'avoir un maître, écrit-il. Nous aurions un droit contre les injonctions majoritaires encouragées par ce genre d'État. C'est exactement ce en quoi consiste la désobéissance civile. Même dans les cas où il n'existe pas de tyran, si la majorité s'évertue à faire taire une opinion dissidente, à une époque par exemple, que les femmes avaient une âme et pouvaient être tout aussi intelligentes que les hommes, ne pas la suivre uniquement parce qu'il s'agit du statu quo, mais réfléchir par soi-même à la légitimité des droits que préconise un État. La désobéissance civile montre qu'on a des droits contre l'État lorsqu'on a des devoirs contre lui, selon l'état de cet État. Lorsqu'il est nazi, lorsqu'il soutient l'apartheid. Cela signifierait cependant que l'on a toujours en puissance la légitimité possible de contester les décisions, position d'un État. D'un État ou de l'État? Il faut prendre conscience du paradoxe selon lequel, si une révolte est possible sans être violemment réprimée par la prison ou le meurtre, c'est qu'elle s'inscrit toujours dans le cadre de l'institution, l'État, déjà établi. Si l'on peut insulter les institutions sans craindre cela, c'est que l'on n'est pas sous l'œil de Moscou. Benjamin distingue deux types de grèves, par exemple. La grève générale qui veut réformer l'État, et la grève prolétarienne qui veut le supprimer. Parle-t-on en effet de l'État en soi ou d'un État tel qu'il existe? Le problème de ce que Benjamin appelle la révolte prolétarienne est la détestation de principe du pouvoir. Est-ce que l'on est contraint ou obligé lorsqu'on paye des impôts? On retrouve aussi ce problème de la tyrannie de la majorité qui refuse, sous un régime d'égalité des chances, la moindre inégalité tout court, ce qui devient injuste pour ceux qui ont plus de talent ou de travail derrière eux, et ceux, par exemple, qui seraient nommés, pourtant, et par autoproclamés, à la tête de l'État. De toute façon, donc, il n'y a pas d'État de droit démocratique sans possibilité de sa critique.
C'est le rôle de la liberté de la presse, du droit de grève et donc presque finalement de la désobéissance civile. En fait, tout acte supposément de droit contre l'État ne doit pas être contradictoire avec sa motivation et donc exercer une violence contraignante et non obligeante sur autrui. Il doit opter pour le pacifisme et non la terreur. Or, si cet acte pacifique entre en opposition avec ce qu'est l'état de droit en ce moment, c'est qu'il y a un problème avec cet état qui n'est alors pas de droit. Car comme on ne peut penser le temps que dans le temps, on ne peut qu'agir sur un état démocratique et non contre lui, puisqu'il prévoit lui-même la légitimité des individus à avoir des droits sur lui. Si l'État permet ainsi d'avoir des droits contre lui, il s'agit d'une situation où le droit est toujours fixé comme laissant la possibilité de toujours se réinventer. Car comme le dit Derrida dans Force de loi, la justice est l'expérience de ce dont nous ne pouvons faire l'expérience. Elle n'est possible que dans une expérience qui est celle de l'aporie, puisque c'est ce qui ne laisse le passage à aucune expérience. Toute fixation est un droit. On peut alors dire, comme Kant, qu'on agit conformément au devoir ou au droit, mais jamais « je suis juste ». Pourtant, la suspension du jugement ne constitue pas non plus une justice, car seule la décision est juste. C'est une citation de Derrida. Ce paradoxe n'est donc pas l'occasion de tomber dans un nihilisme sur la question éthico-politico-juridique de la justice, mais au contraire une exigence renouvelée, nécessairement excessive, envers la mémoire. Buchanan écrit qu'il suffit que les décisions collectives s'écartent de l'unanimité pour que les individus aient le sentiment que des dispositions extérieures, institutionnelles, leur sont imposées. Le problème, c'est que l'unanimité est impossible. C'est aussi en ce sens que la justice est impossible, et pourtant, au regard de ce que nous venons de voir, il faut trancher malgré tout. En conclusion, l'État est le garant de nos droits, précisément lorsqu'on a des droits contre lui, parce qu'il permet cela, c'est le signe d'un État de droit, et nous avons le devoir d'agir en opposition à l'État lorsqu'il méprise nos libertés fondamentales. Toutefois, il n'y a pas de droit contre l'État en tant que tel parce qu'il serait souverain ou ne bénéficierait pas à tout le monde exactement de la même manière. L'unanimité est impossible, la justice aussi, et il faut tout de même que des décisions soient prises qui s'appliquent à tous dans le droit pour qu'elle ait une quelconque forme d'existence. Mais l'on pourrait dire que nous n'avons pas de droit contre l'État, mais sur lui, s'il inclut cette possibilité d'être critiqué, puisque parler de droit contre cet État-là reviendrait à parler, en un sens, de droit contre les droits. Voilà.